En fait, à la base, je suis dessinateur, enfin illustrateur. J'ai voulu percer dans le milieu de l'illustration de presse, mais il se trouve que je ne sais pas me vendre. Et je déteste ça, en fait. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire, finalement, de ce que je sais faire et de ce que j'aime faire. Je me suis dit, étant que les éditeurs sont des cons, je vais devenir éditeur. Puisqu'ils ne m'ont pas publié, donc c'était forcément des cons, normal. Tu sais, ça c'est l'esprit bien français gaulois, tu sais, il m'aime pas, c'est un con. Donc je me suis mis éditeur et le premier truc que j'ai publié c'était Victor Hugo. Parce que c'est ma mère, ça c'est maman, et parce que pour moi Hugo c'est Hugo. Voilà, c'est Hugo, c'est le personnage, c'est l'homme politique, c'est le romantique, voilà. C'est la quintessence d'à la fois de l'intellectuel et du politique. Donc c'est par elle que j'ai aimé les mots, c'est par elle que y a eu ce début en tout cas. Parce qu'en fait ma mère était prof d'histoire, prof de français, enfin etc. Mon père était lui plutôt un artiste peintre. Il y avait donc ce côté artistique d'un côté et intellectuel de l'autre. Je suis construit de ces deux choses-là, donc c'est pour ça que je suis venu au mot. Je suis au mot, M-O-T-S. Le reste, c'est une autre paire de manches. On en parlera tout à l'heure sans doute. Pour moi, l'édition, c'est pas quelque chose de prout-prout, quoi. C'est juste essayer d'offrir à mes contemporains une culture que moi j'ai acquise. Je suis pas cultivé, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure. J'ai une culture petit gâteau, une boîte, tu sais, une grosse boîte de petits gâteaux. Il y a un petit peu de tout. Je connais un petit peu des sujets un petit peu partout, mais jamais à fond. Mais parce que je suis très curieux, donc je m'intéresse un petit peu à tout. Donc effectivement, j'ai peut-être pas le temps de m'intéresser à tout. Puis il y a tellement de choses qui m'intéressent et qu'on n'a qu'une seule vie. Suite à la mort de mon ex, je me suis retrouvé ici parce que par Minitel, etc., j'ai rencontré un mec et je me suis... lui d'abord était à Dijon, puis ensuite après il s'est installé ici. J'ai pu acheter cette petite baraque que je suis tombé en amour et j'ai ouvert ici. J'ai fait Petit Café Librairie. Et puis je me suis dit, bah, ça va intéresser les autres. Bon, je me suis un peu viandé là-dessus, mais bon... Donc je continue quand même parce que à un moment donné, il y a quelques mois, j'ai eu envie de tout arrêter et de me casser ailleurs. Finalement, je reste comme une moule sur son rocher. Ça, tu pourrais le laisser, ça. Parce que ce que je fais est légal. Et en plus, ça apporte quelque chose à d'autres. Bon, pas à tous, bon. Grand bien leur face. S'ils sont pas curieux, s'ils sont pas intéressés, tant pis. On ne fait pas le bonheur des gens à leur rencontre. On le fait à leur rencontre. Elle est pas mal celle. Je n'aime pas le commerce. D'ailleurs, ici, je ne fais pas du commerce. J'accueille les gens, ils m'achètent des trucs, tant mieux. Mais je ne fais pas du commerce. Dans le sens, tu vois, vous êtes beau, vous êtes gentil. Non, je fais ce que moi j'ai envie de faire. Si ça rencontre un public, tant mieux. Alors j'essaie de m'ouvrir, parce que évidemment, je suis dans l'accueil. Mais quelqu'un qui n'est pas intéressé par les livres, je vais pas faire du cul ou des bouquins de chasse. Maintenant, peut-être que c'est autre chose. Le fait, évidemment, qu'il y a le drapeau Rainbow, mais le drapeau Rainbow, il y est que depuis un an, après tout. Il y a des gens qui viennent, et c'est tant mieux. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de gens qui viennent de Nolay, d'Autun, ou d'ailleurs, d'Épinac. C'est tout. C'est-à-dire que je ne veux pas imposer le militant que je suis. Quand j'accueille quelqu'un, je ne suis pas militant. Si par contre on me pose des questions, si on me pose des questions sur tel ou tel sujet, là je deviens militant. C'est-à-dire que je milite, c'est-à-dire je milite pour le droit des LGBT pour les trans, pour les bi, enfin les bi je les connais moins, mais enfin bon, pour les lesbiennes, pour les gays, etc. C'est pour ça d'ailleurs, par exemple, un des premiers ouvrages que j'ai sorti de mes éditions, c'était un ouvrage lesbien. C'est Renée Vivien, qui est une poétesse. J'ai pas voulu sortir un livre gay d'abord. Voilà.
Pour moi, c'est important de ne pas me mettre en avant. Moi, je n'ai aucune importance. C'est le lieu qui est important. C'est les autres qui sont importants. Il sert à ça, ce lieu-là, la seconde pièce, le centre LGBT. Donc, il sert à ça. Il sert à un lieu d'accueil où les gens peuvent venir l'investir. Moi, je ne fais que proposer. S'il y a des groupes de femmes, s'il y a des groupes de mecs, s'il y a des groupes de mecs et de femmes, etc., qui veulent venir pour parler, c'est juste pour que les gens sachent qu'il y a un lieu ici qui est ouvert et qu'ils peuvent l'investir. Voilà. Pour les rencontres, pour la sociabilisation. Quand je parle rencontre, là, c'est pas forcément en termes de rencontre à terme sexuel, c'est rencontre sociale aussi. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple certainement d'avoir d'un centre LGBT en milieu urbain qu'en milieu rural. Je suis le seul et unique pour l'instant, et je m'en glorifie pas. Simplement, je suis le seul et unique centre LGBT en milieu rural en France pour l'instant. Mais qu'il en naisse partout. C'est tout à fait possible. Il suffit d'une pièce et d'un petit peu d'énergie. C'est pas grand-chose. Et puis évidemment une volonté. Enfin, quand je dis énergie, c'est énergie et une pièce évidemment. Bon, c'est pas compliqué. J'ai été SDF à un moment donné. Voilà. Enfin bon, c'est mon ex qui m'a récupéré, qui m'a accueilli chez lui. Voilà, gentil. Didier Dumas. Qui est mort en 2010 et qui a écrit des bouquins sur la sexualité, dont d'ailleurs un livre sur la sexualité masculine. C'est grâce à lui que j'ai survécu, parce qu'à cette époque-là, j'étais dans une notion de mort. À l'époque, j'étais dans le suicide par le sexe. Avec le sida, c'est pas difficile. Voilà. Je me suis fait 50 mecs en 3 mois. Il se trouve que j'ai échappé. Bon, j'ai eu un cul pas possible. Hein. Mais c'est vrai que j'étais mal à cette époque-là, j'étais vraiment très très mal. Et puis c'est Didier qui m'a fait reprendre goût à la vie d'une part, et puis après qui m'a fait devenir un homme. Voilà. Puis j'aime bien parler de ça, parce que je trouve qu'il faut parler aussi de ces mauvaises périodes, parce que d'une part, parce que c'est une sorte de thérapie pour soi-même aussi, tu vois. Mais c'est important de savoir que la vie, c'est pas uniquement un chemin bordé de roses, c'est oui dans sa voiture, tu sais. À cette époque-là, j'aurais jamais été dans un lieu d'accueil, jamais. D'abord, on m'avait dit, surtout, ne va jamais dans un lieu. Je sais pas comment ça a évolué maintenant, mais je sais que c'était dans les années 94. C'était en 94, pardon. Oui, parce que je trouvais pas ma place, parce que à ce moment-là où j'ai enfin assumé mon homosexualité, fin 93 à peu près, où j'ai assumé mon homosexualité. En fait, j'ai posé la question à mon vieux pote, je peux le nommer, Philippe Aragon. Et je lui ai posé la question, parce qu'à un moment donné, ça me tournait tellement dans ma tête. Je lui ai dit, d'après toi, est-ce que je suis pédé ou pas ? Oui, parce que le mot entre nous est utilisé comme thérapie. On réutilise l'insulte. Et il m'a dit, mais oui, bien sûr. Et ça a été une libération, mais mentale, totale, tu vois. Ça a été le décloisonnement. Paf ! C'est comme si un verrou était explosé sur place. Soudainement, j'étais moi, enfin, à 100%. Au lieu de marner avec les meufs dans des histoires pas possibles, complètement ubuesques, pour ne pas dire dantesques, quelquefois, grotesques même. Grotesque va mieux. Et là, je me suis épanoui. Voilà. Et puis j'ai fait partie du CGL, le Centre Gay et Lesbien, à l'époque ça s'appelait comme ça, à Paris, rue Keller, donc ça a été super, parce que là, je m'épanouissais telle une petite reine, tu sais, en plus j'étais responsable évidemment de la buvette, ça va de soi, mais il n'y avait pas d'alcool. Hein. Ça a été des mois, c'est vrai, à la fois heureux, et puis justement, comme je te le disais tout à l'heure, donc dans cet aspect mortifère, où finalement la vie n'était inutile, puisque j'avais pas de chez moi, j'avais personne, j'avais aucune utilité dans le monde, si tu veux. Voilà. Et en rencontrant Didier,
je me suis rendu compte que j'avais une utilité, c'était pour les autres, en fait. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que je n'étais dans ce monde que pour être utile aux autres ou à un autre. En l'occurrence, avec Didier, c'était à un autre, même si avec lui, c'était être utile aussi aux autres, parce que il y avait une association, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte de ma place dans le monde. Et c'est ça finalement qui est important, c'est savoir quelle est sa place dans le monde, à la fois qui on est, mais aussi qu'est-ce qu'on fait ici, tu vois. Est-ce que c'est juste boulot, dodo, boulot, dodo, oui, il n'y a pas de métro ici. Donc c'est cette fameuse place. Et je crois que c'est pas moi d'ailleurs qui suis machin, je crois que c'est tout le monde, la même chose pour tout le monde finalement. Et je crois qu'il y a énormément d'ailleurs de gens qui vivent mal justement peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé encore leur positionnement dans ce qu'ils font ici sur Terre. C'est pas seulement qu'est-ce que je vais laisser, parce que bon, encore moi je sais ce que je vais laisser, mais je vais pas laisser l'enfant, mais au moins je vais laisser ça, être là pour les autres. Alors, si on avait un autre, d'ailleurs, je lance une petite annonce. Je suis célibataire. Voilà. C'est être soi. C'est juste être soi, c'est tout. Moi, je suis homosexuel, mais les hétéros n'ont pas besoin de dire « oui, je suis hétérosexuel ». Ils le sont. Comme je te disais tout à l'heure, vous représentez 95% de la population. En moyenne, au doigt mouillé. Parce que bon, ça va entre 3 et 8% selon les chiffres. Bon. Donc, mettons une moyenne de 5%, donc 95% d'hétéros. Pour vous, c'est normal. Donc, c'est normal, je veux dire, vous faites partie de cette normalité. Ça ne veut pas dire que nous sommes anormaux. C'est-à-dire, nous sommes obligés de dire, non, nous, on n'est pas hétéros. Je ne sais pas si tu as vu le film Malcolm X. Il était jusqu'au boutiste d'ailleurs au début. Tu te rappelles, il refusait complètement que les Blancs viennent aider à leur combat. Il considère que c'était inintéressant. Casse-toi. Et il avait raison quelque part. Parce que de toute façon, les Noirs n'ont obtenu leurs droits que par eux-mêmes. Ce n'est pas les Blancs qui leur ont donné leurs droits. Les Blancs n'ont fini que céder. Ça me touche profondément. Mais c'est vrai, ce combat-là ne peut être mené que par nous, avec l'aide de nos amis hétéros. Mais cette culture qui fait partie, culture politique, culture sociale, comme par exemple cette année on fête les 50 ans de la révolte de Stonewall, qui est pour nous notre Bastille à nous. C'est aussi puissant que la Bastille, même peut-être plus puissant. C'est une déflagration totale. Ils ont dit non à ce moment-là. Ils ont dit non à cet hétérofliquisme. C'est un sale mot. C'est insupportable pesanteur de la flicaille qui vient nous empêcher d'être. Voilà. Et juste de nous amuser. Si les hétéros, ils peuvent s'amuser comme ils veulent dans leur truc, et ben nous aussi. Et puis on peut aussi vivre en couple, on peut vivre aussi avec des enfants. Moi, je suis même pour la GPA, parce que j'estime que c'est pas à la société d'interdire, c'est à la société aux gens. Quand je dis la société, c'est l'ensemble. Je suis anarchiste, donc je ne crois pas en l'État. C'est aux gens de faire ce qui est bon pour eux. Tant qu'on ne marche pas sur les pieds des autres, le tout... Alors, il y en a qui vont me dire « Ah ouais, les enfants, oui, mais... » Attends, le nombre d'enfants qui sont abandonnés, qui ont été abandonnés par les cathos dans les églises, ça va. Puis en plus, la plupart des manips pour tous, je suis certain, sont pour la peine de mort. Je vois pas le rapport entre pour la vie et pour la mort d'un autre côté. Mais bon, peut-être en même temps. Mais là, je m'échauffe un peu, mais c'est un a priori, mais c'est parce que ça m'agace. La plupart de ces gens-là sont sclérosés dans des idées du 19e siècle, voire même du 18e pour certains, hein, et n'arrivent pas à passer outre. Ça ne veut pas dire... s'il y a la PMA, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention à l'enfant. Le tout, comme le disait mon ex, c'est que l'enfant il sache d'où il vient, par contre. Ça, c'est très important.
Faut simplement, je suis désolé, c'est pas très anarchiste, mais il faut légiférer. On est dans un monde, on n'est pas chez le bisounours. Dans un monde idéal, ça passerait tranquillement. On n'est pas dans un monde idéal. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne un métier, voilà, c'est tout. Il ne faut pas que ventre devienne un métier, c'est clair. Moi, personnellement, je ne suis pas dans la consommation sexuelle, ça ne m'intéresse plus. Ça m'a intéressé à un moment donné. Maintenant, moi, ce que je cherche, c'est un compagnon. Donc, c'est pour ça que j'élague, mais à la machette. Quand je dis à la machette, c'est intellectuellement parlant, c'est aussi violent. Donc, je trouve personne. C'est comme les hétéros, c'est un choix, c'est une rencontre, c'est le hasard. Et puis alors évidemment, j'utilise les moyens modernes de communication. Maintenant, le Minitel n'existant plus et qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux et qu'il y a toujours les sites d'annonces, mais il y a ces trous du cul de cons, d'homophobes et de trous du cutard qui font ce qu'on appelle les fakes. Ceux qui veulent tirer de l'argent par des procédés plus ou moins légaux, voire même carrément illégaux, absolument immondes, où ils mélangent homosexualité, pédophilie, etc., où c'est absolument insupportable, où finalement maintenant de rencontrer un autre de moi-même, un autre homme, ça devient compliqué parce qu'il faut être méfiant. Par exemple, je n'autorise aucune visioconférence de prime abord, parce que je ne sais pas qui va m'apparaître en face. Parce que je connais la connerie des autres humains, je pourrais très bien me retrouver devant un adolescent à poil. Et je le dis tout de suite, c'est pas du tout mon envie. J'aimais beaucoup le temps du Minitel, mais encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, je ne vais pas parler comme un vieux con, mais c'est vrai que le temps du Minitel, c'était direct. C'est-à-dire qu'on passait une annonce, tu viens pas, on donnait un rendez-vous, on se rencontrait direct, de face à face. Donc on savait très rapidement si ça pouvait coller ou pas. C'était on se voit. Là maintenant, il y a des mecs qui sont en Normandie, à Bordeaux, en Corse, qui veulent venir me voir. Mais attends, t'es sérieux là ? On se connaît pas, tu viens prendre un pot, là, t'as un jet privé, là. C'est très dur d'être positif en ce moment, avec ce qui se passe dans le monde. Honnêtement, c'est très très dur. C'est très très dur. T'as les Le Pen, les gnangnans, les Salovini, les proutes de Hongrie, machin. T'as les connards d'Espagne, etc. Et tous les pays, les Trump, les trous du cul des Philippines, l'autre enfoiré russe, machin chose. C'est cette pesanteur religieuse, principalement religieuse, qui nous enferme dans un passé révolu, dans une ambiance moyenâgeuse presque. C'est du XVIIe siècle. C'est immonde. La Manif pour toutes est responsable de l'augmentation des cas d'homophobie et des actes violents contre les communautés LGBT, aussi bien trans, gays, lesbiens, bi, etc. Enfin, surtout en l'occurrence, trans, bien sûr, et gays et lesbiens. Les vieux cons, ils vont crever, la Manif pour tous, dans 50 ans, ça sera oublié, tels les connards de 1905 qu'on a tous oubliés, parce qu'il y a eu des mouvements très violents en 1905 lors de la séparation de l'Église et l'État. Qui s'en souvient des Ludivine de la Rochère de l'époque ? Personne. Le reste, la société, dans son ensemble, quand je dis société, c'est-à-dire c'est nous, c'est eux, c'est elle, c'est toi, c'est moi, c'est l'ensemble. Ça va son chemin. Ça va son chemin. Déjà, entre 1980 et maintenant, l'état d'esprit est différent. Il y a 40 ans, je pense pas que j'aurais eu une stagiaire. Jamais. Elle aurait jamais osé. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, je suis très fier. Je suis très fier d'elle, d'une part. Et puis, je suis très fier aussi de cette évolution-là. C'est bien. Comme je dis toujours, les dinosaures, ils ont vécu 180 millions d'années avant d'être explosés par machin. Donc nous, si on se fait pas péter la gueule,
Bon, on a une civilisation à 10 000 ans. C'est peanuts. 180 millions d'années d'un côté, 10 000 ans de l'autre. Bon, je pense qu'il y a moyen d'évoluer vers peut-être un meilleur. J'y crois, moi. Voilà. Si on ne se fait pas péter la gueule avant. C'est vrai que cette époque à la fois est merveilleuse et scandaleusement ignoble. Merveilleuse parce que Internet permet énormément de choses. Je m'avance peut-être parce que j'aime pas parler au nom des grands morts, mais je suis pratiquement persuadé que Victor Hugo aurait trouvé Internet quelque chose d'absolument extraordinaire. À la fois, il y a ça, il y a cette universalité de la communication, et à la fois cette universalité de la saloperie, où le pire et le meilleur se mélangent, mais alors dans un concert cacophonique absolument insupportable. Et donc moi je suis très bien finalement dans ma petite province, même si les gens d'Épinac viennent pas, tant pis. Moi ça va, je vais pas me plaindre, faut pas exagérer. On est en 2019, je suis gay, d'accord, j'ai 55 ans, je suis célibataire, ok, je me fais la veuve à 5 doigts, bon, d'accord, bon, mais je suis bien dans l'ensemble finalement. Je suis très heureux de ce que je fais et surtout je suis libre.